Il s'est passé une chose très simple quand on a commencé à réfléchir à comment on pouvait accompagner cette création, cette forme particulière de création. Et donc le financement des technologies était évidemment une des difficultés. Et d'où l'idée de demander à des gens qui ont déjà développé des technologies de venir les présenter en disant regardez, ça existe, et avec une couche adaptative qui du coup est un travail de développement informatique beaucoup moins lourd, on peut s'emparer, nous artistes, nous auteurs, s'emparer de ces technologies pour les emmener là où notre champ imaginaire et sensible nous emmène. Et il se trouve que Jacques a développé non seulement déjà donc la technologie, il va vous en parler, mais aussi des œuvres créées ou des expériences créées avec cette technologie, et que donc pour ouvrir cette journée, ça me semblait intéressant comme expérience déjà réalisée, et puis comme modèle de ce que vous pouvez être amené à faire avec ce qu'on va vous présenter par la suite. Pas modèle dans le sens utiliser la même technologie, mais modèle dans le sens réutilisation d'une même technologie sur des formes qui n'ont pour le coup plus rien à voir après. Donc voilà, je vais passer la parole à Jacques pour faire la présentation. Bonjour, donc bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité à présenter le projet Géophonia. Donc je suis Jacques Pupponi, donc le directeur de la société Intuitive Travel, que j'ai créé en 2010 et qui est installée donc à Valenciennes à la Serre Numérique. Nouvellement, donc une nouvelle installation qui regroupe les écoles Supinfocom, Game et Rubica. Donc je vais vous parler de 3 projets qui sont Jardins Invisibles, Yaïtka et Émile sur Paysage, qui sont 3 projets artistiques. Et ces projets, en fait, ont vu le jour grâce au montage au départ d'un projet Forestar et un projet Géophonia qui ont été faits en collaboration avec l'Office national des forêts au départ, et ce sont des projets qui ont été notamment aidés par Pictanovo. Alors Forestar, c'est un projet qui a vu le jour en 2011, et il s'agissait en fait de proposer une animation autour d'un symposium de sculpture monumentale en forêt d'Orléans organisé par l'Office national des forêts. Et donc il souhaitait à ce moment-là disons présenter quelque chose d'un peu innovant, et l'idée de Forestar et de l'application mobile qui a été faite à cette occasion, c'était de capter et de transmettre toute l'expérience sonore autour du travail de la sculpture. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer. Alors, attendez, je crois que c'est comme ça, et il faut cliquer. Bon, je ne sais pas. Forestar, c'était une expérience très intéressante puisqu'elle permettait à la fois d'introduire l'art en forêt domaniale d'Orléans en réalisant des sculptures monumentales, et puis d'avoir une approche sensorielle. D'une part, puisque le visiteur peut à la fois regarder, toucher, sentir les sculptures, mais aussi grâce à l'application développée par Intuitive Travel, avoir une dimension sonore très intéressante qui permet à tout à chacun de revivre le travail des sculpteurs qui pendant 5 jours ont œuvré sur site. Alors on entend effectivement le travail du ciseau à bois, de la tronçonneuse, de la ponceuse, du chalumeau, de tous les outils que ces artistes ont pu utiliser au cours de ces 5 jours. Donc c'est une approche tout à fait novatrice et très intéressante, et ce qui permet d'avoir finalement une mise en scène sonore en plus de la simple visite du site. Les sons sont spatialisés, donc chacun en se déplaçant autour des sculptures peut vraiment se sentir en immersion totale par rapport au travail qu'ont pu réaliser les sculpteurs. Donc voilà, donc à la suite de... Ok. Donc à la suite de ce projet, on a développé un projet qui s'appelait Géophonia, donc toujours avec l'Office national des forêts. Et donc l'idée c'était de mettre en scène, de faire une mise en scène sonore d'un certain nombre de lieux dans la forêt domaniale d'Orléans, notamment 4 carrefours
important de la forêt. Le carrefour de la Résistance, il y avait aussi un endroit qui devait être consacré à une table d'orientation sonore à partir d'un belvédère. Et donc c'était à la fois donc la proposition de 4 installations sonores dans la forêt, mais il y avait aussi le projet d'une application mobile qui allait permettre, je dis allait permettre parce qu'elle est bon, c'est encore en cours de réalisation, mais c'était donc une application Géophonia qui doit permettre d'enregistrer des espaces sonores, des sons géolocalisés et de les proposer ensuite sur un site web ou bien sur un smartphone. Donc Géophonia, c'est bien la mise à l'écoute d'espaces sonores. Un espace sonore étant composé de sources sonores, celles-ci sont géolocalisées et elles sont restituées, diffusées sur un smartphone. Donc on écoute cet espace sonore avec un casque, avec le smartphone. Le smartphone permet donc la géolocalisation de l'auditeur, et sachant que l'auditeur est géolocalisé et que les sources sonores sont elles-mêmes géolocalisées, on restitue un environnement sonore en 3 dimensions. Et c'est à ce titre-là qu'on peut parler de réalité augmentée sonore. Alors, donc sur les 4 carrefours qui étaient prévus au départ, on a développé une application au carrefour de la Résistance. L'application s'appelle du carrefour d'Orléans au carrefour de la Résistance. C'est un carrefour qui était très connu, qui est emblématique de la forêt d'Orléans, et qui malheureusement a été le théâtre d'un drame le 14 août 44, puisque 28 agents forestiers ont été fusillés par donc une colonne allemande. Et donc on a autour de ce carrefour réalisé une application mobile qui est composé de 3 actes. Un acte qui retrace la vie forestière ancienne, un acte qui représente en fait la journée dramatique du 14 août, et puis un 3e acte qui va présenter en fait la vie dans la forêt de nos jours. Alors donc on a reconstitué des scènes sonores qui sont en 3 dimensions. Ce sont des sortes de pièces radiophoniques qui sont géolocalisées donc à l'échelle du carrefour, et dans lesquelles on peut se promener et donc aller à la rencontre des acteurs, des sons, des sonorités qui sont présentes. Donc c'est vraiment une pièce radiophonique. C'est une bande son dans laquelle on peut se promener véritablement de façon physique. Je vous donne un petit exemple ici. Ah non, c'est bon, il faut que je double-clique. Donc notamment, on a reconstitué une scène qui s'appelle le martelage, et qui est en fait le marquage d'arbres pour leur abattage futur. Et donc c'est la façon dont c'était pratiqué il y a plusieurs dizaines d'années, puisque maintenant on utilise des systèmes électroniques. Et donc vous allez entendre les forestiers qui donnent donc les diamètres des différents arbres qu'ils marquent. Donc on a 40 octos. Soixante-dix DK 2 mètres. On a également reconstitué une fête foraine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces scènes,
chaque son que vous entendez quand vous êtes sur place, chaque source sonore est absolument identifiée, c'est-à-dire que chaque dialogue, chaque parole, chaque son et c'est un fichier son, c'est une source sonore qui est spatialisée, géolocalisée. Et donc quand vous êtes sur place, vous entendez une bande son comme si évidemment tout était dans le même fichier, mais en fait il y a on a jusqu'à 70 à 80 sources sonores dans la même scène, et qui vont être déclenchés dans le temps et dans l'espace grâce à ce qu'on appelle ce qu'on a appelé nous un séquenceur géotemporel. Et voilà, donc au total dans l'application on a à peu près de 600 sources sonores, 13 scènes, 3 actes, et tout ceci est joué donc à la fois dans le temps et dans l'espace. Papa, est-ce que je peux avoir une barbe à papa? D'accord. Monsieur, une barbe à papa, s'il vous plaît. Oui. Tiens, mon petit. Merci, monsieur. Voilà. Donc Geophonia, c'est un projet qui est encore en cours, qui est encore en construction, et notamment toute la partie collaborative qui n'est pas en place, mais qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais maintenant vous parler de Jardins Invisibles, qui est à l'issue d'une rencontre avec un compositeur qui s'appelle André Sermilan, et que j'ai rencontré en 2010 et qui a suivi de près en fait la création de Geophonia, de Forestar, de Terra Sonata, et qui a souhaité s'emparer ensuite de cette techno, de ce concept pour créer une œuvre géolocalisée. Donc ça a donné Jardins Invisibles. Jardins Invisibles est un projet qui a été lauréat du Fonds Expérience Interactive en 2013. Voilà. Et Jardins Invisibles, si vous voulez, sur la brique Geophonia qui existait, donc André a vraiment ajouté sa couche, sa patte, et notamment il y a toute une partie d'interaction, d'interpolation, de convolution sonore qui ont été ajoutées. On a travaillé donc sur 3 lieux. Il y a eu 3 créations, donc une création à Grenoble, création lors du Festival des Détours de Babel. Il y a eu une création à l'Arboretum National des Bars et une autre création au Jardin Mosaïque, le Jardin des Cultures, en août 2014. Donc vraiment chaque lieu a fait l'objet d'une composition vraiment particulière, et on est allé crescendo d'ailleurs avec André, enfin c'est lui d'ailleurs surtout, parce que on est parti à Grenoble de 30 compositions géolocalisées, interpolées au musée dauphinois. On est passé ensuite à l'Arboretum National des Bars à 130 compositions sur 3 jardins, 3 espaces différents. Et puis au Jardin des Cultures, à Mosaïque, le Jardin des Cultures, c'est plus de 250 compositions qui sont présentes sur 35 hectares et qu'on peut écouter avec son smartphone. Donc ce sont 3 applications qui sont sur iPhone, qui sont disponibles, voilà, qui ont passé la suite. Voilà, donc ça a été un travail de repérage, de création sur place. Bon, c'est vrai qu'on est sur du son géolocalisé. Il y a beaucoup de travail de cartographie, de repérage qui se fait avec l'artiste. Et voici. Ah non. Alors cette fois-ci, voilà, c'est bon. Petite vidéo donc filmée au musée dauphinois lors de la création.
Voilà, alors la caractéristique de Jardins Invisibles, c'est vraiment que chaque spectateur vraiment crée sa propre partition, puisque les sons sont géolocalisés, il y a des interpolations entre sources sonores, et vraiment le déplacement du spectateur vraiment crée à chaque fois une musique bien différente. Je vais vous parler maintenant d'un projet, c'est le projet Yaitka, c'est Yet Another Hole I Didn't Know About, de Capucine Weber, donc qui a été, et de Valentin Ferré, qui a été présenté donc à la Biennale de Belleville en 2014, à la fin de l'année, et également à la Maison des Arts de Malakoff. Donc Capucine, donc c'est un projet en fait autour au-dessus d'ailleurs des carrières souterraines de Belleville et de Malakoff. Et donc là, il s'agissait de déambuler dans la ville et d'avoir une impression sonore et une histoire de ces carrières racontée lorsqu'on est à la verticale en fait de ces carrières. Donc en fait les carrières sont représentées sur l'image. Si on pouvait voir l'image. Voilà. Sur l'image de droite, on a les carrières. Enfin, on voit pas très bien, mais on a le plan de Paris et les carrières qui sont représentées par des taches, ces taches blanches. Alors, à la différence de Jardins Invisibles, on a travaillé là sur des zones, c'est-à-dire qu'on n'est pas véritablement dans la source spatialisée, mais on est plutôt dans des zones qui vont déclencher des sons qui se recoupent. Alors, on voit pas les recoupements à l'écran. Mais donc on est plutôt non pas dans des sphères, dans des bulles, dans des cercles, mais on est plutôt dans des zones. Voilà. Et puis on a aussi mis en place un système en fait d'interaction qui permet d'associer des actions sonores à des événements utilisateurs. C'est-à-dire par exemple, je rentre dans une zone, je sors dans une zone, je cours, je recule, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je joue un son? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je l'accélère? Enfin voilà. Donc on a créé toute une matrice comme ça d'action, d'interaction, qui permet ensuite d'être relativement souple par rapport à la demande qui peut être faite. Alors voilà un petit exemple aussi. Paradoxalement, je me sens compressé ici, comme si on cherchait à me faire rentrer dans une toute petite boîte. Les parois sont pourtant tellement éloignées qu'elles n'effleurent même pas mes épaules. Je n'ai pas à avancer courbé, une main en l'air pour me protéger d'un ciel trop bas qui pourrait brusquement heurter ma tête. Mon corps ne doit pas se contraindre à la plus grande souplesse pour traverser la matière. Le vide ici est architectural. On pourrait y construire des maisons et ne toucherait pas les piliers qui s'enchaînent, les uns derrière les autres. Le volume est immense. Et je me sens comme comprimé par ce manque de matière, dont je n'arrive pas à évaluer l'étendue dans sa globalité. Un bout de paroi, une portion de pilier, je ne connais l'espace que par fragments, que je tente de recoller mentalement. Mon éclairage est bien trop faible et le noir bien trop opaque pour me permettre d'apprécier sur quelle hauteur se déploie le vide. Il me semble infini. Voilà, je voudrais aborder donc le dernier projet sur lequel on travaille là, avec Dimitri Vazemski. C'est un projet qui s'appelle donc Émile sur paysage, qui est autour du poète flamand Émile Verhaeren. Et donc c'est dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture. Il y a donc Dimitri va faire une installation sur un chemin qui fait 4-5 km dans un lieu entre Valenciennes et Mons qui s'appelle le Caillou Kibic, et où Émile Verhaeren avait sa résidence estivale, pardon. Et donc Dimitri Vazemski, il écrit dans le paysage, c'est-à-dire qu'il met des mots, des phrases. Par exemple ici, voilà, il avait
c'est un bout d'une phrase qui reste sur la plage de Dunkerque, et je crois que la phrase faisait 300 mètres de long, mais elle a été emportée en partie par les vagues. Et donc là, il va faire 3 installations autour sur ce sentier, et donc il va y avoir une couche numérique en toile de fond qui va permettre d'entendre la voix de Verhaeren, et qui va donc lire certains de ses poèmes. Et voilà, donc c'est une toile de fond numérique, sonore, sur une installation plastique. Et voilà. Pour la présentation des œuvres, j'ai fini, mais je voulais vous parler aussi d'éléments très importants par rapport à tout ça. C'est vous livrer un peu l'expérience que j'ai moi dans ma relation avec les artistes et par rapport à la création de ces œuvres. C'est notamment tout l'aspect d'adaptation entre évidemment la partie technique et la création. Comment on arrive à, nous techniciens, à répondre ou à la demande de l'artiste, c'est pas toujours facile. Et je veux dire, il y a une adaptation permanente entre la création et la technique. Parfois, on fait des compromis, bien sûr, très souvent. On abandonne des choses, on en trouve parfois des choses qu'on n'avait pas prévues. Et voilà. Donc, alors c'est vrai que là, on travaille sur smartphone. Il y a beaucoup de contraintes techniques. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de réseau. Enfin bon, c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que toutes les applications là dont j'ai parlé sont des applications qui ne nécessitent a priori pas du tout de connexion réseau, qui sont essentiellement basées sur de la géolocalisation GPS, et donc pour la plupart tous les médias sont embarqués, donc que ce soit des images, les sons, les vidéos, etc. Donc ça c'est un point important, mais bon voilà, ça peut dépendre des besoins, des envies, des demandes. Il faut trouver des solutions, bien sûr. Il y a une question aussi qui est assez importante, c'est la question des évolutions techniques, de la maintenance de l'application. C'est vrai qu'on fait une application à un moment donné, à un instant T, sur telle machine, tel OS, c'est de l'Android, c'est de l'iPhone, ça n'est pas, c'est du 6, du 4, du 5. Bon, ce sont des problèmes qu'il faut avoir en tête. Donc il y a des évolutions toujours à prévoir. Une autre question, c'est la question du budget. Alors c'est vrai que là, nous, on a développé une couche technologique, dirais-je, qui permet ensuite de comment dire, de reconstruire, de ciseler, qui permet d'être modelé par l'artiste. Mais bon, il y a une couche qui est existante, et il y a une part quand même de développement spécifique à l'œuvre. Et ça a forcément un coût. Donc c'est important. Il y a les questions aussi de contrat d'auteur. Comment quelle est la répartition au niveau des droits d'auteur entre le prestataire technologique, l'artiste. Ce sont des questions aussi qui se posent à chaque fois. Notamment aussi dans la vie de l'œuvre, si cette œuvre doit être vendue, quelles sont les parts des uns et des autres. Enfin, c'est des questions qu'on a, des débats qu'on a actuellement avec les artistes qui ont pu travailler sur Geophonia. Et voilà, bon, je vais conclure là-dessus en disant que de toute façon, voilà, c'est une aventure très passionnante pour nous en tout cas, et très très enrichissante. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, bravo. Absolument.
Voilà, je voulais juste vous inviter dans la partie d'après. Donc, l'idée, c'est d'avoir connaissance des technos, mais c'est aussi de poser toutes les questions pratiques, à savoir effectivement les modes de collaboration. Alors, je reprends juste une chose. Il y a pas d'auteur pour nous. L'auteur du logiciel à la SACD n'est pas reconnu comme un auteur, donc ce sera un contrat d'auteur peut-être, mais voilà, le mot auteur a deux sens selon le sens de la propriété intellectuelle, l'industrie, et le sens de la propriété intellectuelle, œuvre. Mais en tout cas, voilà, c'est évidemment des questions que je vous invite à développer sur les budgets, sur les modes de collaboration, sur les types de contrats, parce que voilà, entre l'envie qu'on a de faire des choses et puis la réalité, il faut aussi traiter ces questions-là. Donc voilà, merci beaucoup. J'en profite. Alors, ce projet est très intéressant pour plusieurs choses. D'une part, pour ce qu'il est, et puis aussi parce qu'il a bénéficié de l'accompagnement de Pictanovo avec le fonds Expérience Interactive, si je ne me trompe pas, que vous aurez tout à l'heure l'occasion de rencontrer dans la deuxième partie à l'auditorium, et puis aussi parce qu'il est en train d'entamer une collaboration avec une artiste qu'on a accompagnée, nous, au Fonds Auteur d'Espace Création Interactive, et qui sera aussi présentée tout à l'heure à l'auditorium. Donc voilà, vraiment, il y a eu beaucoup de recoupements autour de ce projet. Je réalise que lors de mon introduction, j'ai totalement oublié les remerciements aux pôles régionaux, et c'est une grave erreur parce qu'ils nous ont vraiment fortement accompagnés. Donc je voudrais remercier Pictanovo, Primi, Imaginov, qui sont des pôles images en région, et pour trouver en fait les entreprises qui développent ces technologies, c'est très important d'avoir des relais un petit peu partout. Autant la production audiovisuelle est très concentrée sur la région Île-de-France, autant la technologie pas du tout. Et donc, voilà, vraiment, je tenais à les remercier de tout ce travail de veille, d'accompagnement qu'ils font, et qui font qu'on a pu nous-mêmes bénéficier de ce réseau et de ces contacts qui, voilà, nous ont permis de construire la journée. Voilà, et bien merci encore, et donc on va passer voilà, aux séances de pitch.